Et vous l'avez reconnu, chers auditeurs et auditrices, cette musique de Offenbach qui ouvre cette émission. Bienvenue à toutes et à tous sur Radio J, Michel Zerbib au micro. Ravi de vous retrouver sur nos ondes pour cette rentrée, mais aussi d'ailleurs sur la chaîne YouTube de Radio J. Sepharim, votre magazine littéraire. Sur Radio J, on y parle des livres, mais aussi du livre avec un grand L qui irradie la culture juive, mais aussi française. Sepharim, ce sont des conversations sans tabou avec des écrivains engagés, forcément engagés sur Radio J, des écrivains qui sont des artistes, bien sûr, mais qui ne dédaignent pas de prendre part à la marche du monde. Notre invité de cette rentrée est de ce que je pourrais appeler un contemporain capital et de notre histoire générale et de l'histoire du monde juif et de son histoire si particulière. Notre invité le sait très bien, lui l'auteur de La mémoire d'Abraham, que l'histoire n'a pas seulement été, comme le dit la Bible, un séjour dans la vallée des larmes, mais aussi une promesse extraordinaire, née avant les décombres de l'anéantissement de presque tout un peuple, la promesse d'une renaissance politique, culturelle et historique du peuple juif en Israël et dans la diaspora. Nous sommes à 125 ans du congrès de Bâle avec Théodore Herzl, le prophète du sionisme. Notre invité, vous l'avez sans doute deviné, est donc l'écrivain, le conteur, l'homme de paix, Marek Alter. Marek Alter, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, ça nous fait toujours plaisir. Et bien sûr, dans une radio que vous connaissez bien, on peut dire pratiquement depuis sa naissance. En effet. Alors Marek Alter, votre dernier livre en date s'appelle « Un monde sans prophète ». Vous déplorez l'absence de nos jours justement d'une figure charismatique, le prophète. Alors tout à l'heure dans mon introduction, je parlais de Théodore Herzl. Est-ce qu'il fait partie, dans l'histoire assez importante des prophètes, justement de cette catégorie-là? Oui, c'est certain. C'est certain. Il y avait, à son époque, avant, il y avait Marx, il y avait juifs ou pas juifs qui ont joué un rôle. Beaucoup d'entre eux ont été tués. Ce n'est pas simple que d'être un prophète. D'ailleurs, Théodore Herzl a été récrié, condamné par le monde juif, d'abord, oui. Qui trouvait que le monde religieux pensait que c'est Dieu seul qui pouvait nous rendre notre terre promise. Et ben là, il y a un homme qui vient avec sa barbe, sans calotte d'ailleurs, pour dire non, c'est aux hommes de reconquérir cette terre que Dieu nous a donnée il y a longtemps. Donc il y a deux conceptions. Oui. Et c'est vrai qu'il a beaucoup souffert d'ailleurs quand on lit sa biographie, c'était un homme malheureux, oui. Mais il a fait, si vous voulez, ça ne sera pas un rêve. 125 ans du congrès de Bâle, il déclarait à cette époque, au congrès de Bâle, j'ai créé l'État juif, ce sera peut-être dans 2 ans, sûrement dans 50 ans, et il a eu raison, c'est ce qu'on appelle, Marek Alter, une prophétie. Non, ça c'est un pressentiment, disons. Non, la prophétie, c'est là où les gens se trompent. Un prophète ne prévoit pas. Il y a un mot pour ça en hébreu, roé. C'est lui qui prévoit, qui est visionnaire. Bon. Non, un prophète, il nous rappelle à l'ordre. L'ordre était déjà écrit. Dieu ou pas Dieu, peu importe, pour ceux qui sont croyants ou pas, les 10 commandements suffisent d'ailleurs pour gérer le monde si on les respectait. Tu ne tueras point, tu aimeras, et ainsi de suite. Tu protégeras, on connaît. On connaît, on devrait l'apprendre dans toutes les écoles maternelles. Donc, le prophète est en vérité un emmerdeur, celui qui vient remuer nos consciences, dire attention, on vous regarde. Victor Hugo, par exemple, il avait très bien compris, il a ces fameux poèmes, et l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Moi, j'aime bien cette idée qu'il y a un regard qui nous juge. On ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne doit même pas penser n'importe quoi, parce que quelqu'un nous juge. C'est très bien comme ça.
C'est ça le prophète. C'est ça le prophète. On va continuer à parler du prophète à travers un petit peu l'évocation très succincte de votre vie qui a été chargée en événements importants, durs parfois, merveilleux à d'autres moments. Et alors peut-être pour les plus jeunes de nos auditeurs, je rappelle que votre père, Marek Elter, était imprimeur, votre mère une poétesse qui écrivait en yiddish pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, vos parents vont fuir, peut-être en 1940, le ghetto de Varsovie, créé par les Allemands, les nazis, et vont passer par la partie orientale de la Pologne, occupée par l'URSS. À la suite de l'URSS, de l'occupation par les nazis, vous allez vous retrouver en Ouzbékistan. En l'occurrence, votre sœur, âgée de 3 ans, va y mourir de faim, et vos parents aussi sont frappés par des graves maladies. Et c'est cette anecdote que vous avez souvent racontée. À l'âge de 9 ans, vous allez vous retrouver à la fête de la victoire à Moscou sur la place Rouge pour offrir des fleurs à Staline. Alors, j'ai fait ce petit chapitre d'histoire parce que cette semaine, ce 30 août 2022, a disparu une des grandes figures aussi de l'histoire de l'ex-Union soviétique, Gorbatchev. Ouais. Alors, Gorbatchev, vous l'avez connu, vous allez nous dire d'ailleurs dans quelles circonstances et ce que vous avez fait avec lui. Gorbatchev, je vais poser la question un peu abruptement, est-ce qu'on peut considérer qu'il est aussi un libérateur des Juifs de l'ex-Union soviétique ? Involontairement. Bon, il n'a pas fait ça pour les Juifs. C'est comme Staline, il m'a sauvé la vie. Il n'a pas fait la guerre pour me sauver la vie. Il y avait 26 millions de morts russes qui sont morts pour leur patrie. Les Russes sont d'abord patriotes. La patrie, disait Dostoïevski, tout d'abord. Bon. Donc, il s'est fait qu'il m'a sauvé la vie. Bon, alors, donc, quand je parle de la Russie, je ne suis jamais tout à fait objectif. C'est comme ça. Bon. Chacun de nous a sa mémoire collective et sa mémoire personnelle. Ce qui fait que vous n'êtes jamais un contempteur absolu de la Russie ou de l'Union soviétique. On va y revenir dans quelques instants. Alors, Gorbatchev, moi je l'ai connu en 1991, et moi, je me suis battu, je n'étais pas seul, nous étions beaucoup d'intellectuels à nous battre contre les goulags, puisque quand moi j'ai donné les fleurs à Staline, c'était après le Stalingrad. Personne ne savait que Staline, en même temps, a tué des millions de Russes. Ça, on ne le savait pas, on l'a appris après. Bon. Donc, donc, on s'est battu contre les goulags, on a fait sortir beaucoup de dissidents, je me souviens, des dizaines de dissidents, parmi eux, juifs, les réfugiés, on a oublié un petit peu. Oui, on y viendra tout à l'heure, au comité de libération des réfugiés. Voilà, cette lutte des juifs soviétiques et puis ceux qui les ont aidés à l'étranger, surtout en France. On a fait sortir Solzhenitsyn, qui est venu chez nous à la maison en France pour rencontrer les intellectuels français, qui étaient d'ailleurs déçus par lui, parce qu'ils pensaient qu'ils vont retrouver un combattant pour la démocratie. Lui, il était un combattant contre l'esclavage, c'est tout. C'est pas la démocratie qu'il demandait. Mais ça, c'est une autre affaire. Bon. Et puis, le dernier en date, c'était Sakharov. Et ce que j'aime chez les Russes, c'est leur fidélité. Moi, je connaissais pas Sakharov. Personnellement, j'étais à Paris, Sakharov était au Goulag, il était envoyé à Gorky par Brejnev. Et puis, Rostropovitch, le fameux violoncelliste, il est mort maintenant, me téléphone un jour, il dit, à la manière russe, très pompeux, « Tragédia, tragédia ». On vient d'arrêter notre ami Andrei Dmitrovitch. Voilà, on l'a envoyé au Goulag, il faut les sauver. Bon, on a fait ce qu'il fallait, on a fait des manifestations dans le monde entier, et on l'a sorti de son trou. Et un jour, je reçois un coup de fil, c'était les premiers jours de la perestroïka, une voix que je ne connaissais pas qui m'a dit, ici, Andrei Dmitrovitch Sakharov. Je vous téléphone pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je vous invite à Moscou. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé à Moscou. Et là,
c'est lui qui a eu l'idée. Il m'a dit une chose qui m'a frappé, et je transmets ça à tous ceux qui veulent bien m'écouter. Quand je lui ai dit « Bravo, enfin, il y a la liberté », il dit « Mon cher Marek, la liberté, c'est comme une orange. Celui, apelsine en russe, celui qui n'a jamais goûté une orange ne demandera pas d'orange. Et nous ne savons pas ce que c'est. Il faut d'abord dire aux gens ce que c'est une orange, créer un désir. Alors les jeunes vont descendre dans la rue pour réclamer l'orange. Et c'est là où on a eu l'idée de créer une université. Alors l'université à Moscou. On va y revenir dans un instant. Marek Elter, je veux rester quand même sur ce personnage Gorbatchev que vous avez vu. Non, mais justement, c'est à cette occasion que vous allez rencontrer. Ben oui, parce que j'ai dit tout ça, c'est très bien. C'est très bien. Moi, je n'étais jamais à l'école. Vous voulez du concret, mais ça. De concret. Il dit, tu es prêt de le faire? Il dit oui. Alors, il prend le téléphone, il téléphone au Kremlin à Gorbatchev, il dit, voilà, j'ai ici un ami, c'est un grand ami de Mitterrand, ce que je lui ai jamais dit, il a inventé, voilà, et il a un projet d'une université occidentale française à Moscou. Est-ce qu'on peut vous voir, Monsieur le Président? Et c'est comme ça que j'ai vu pour la première fois, en présence d'Andrei Grachev, qui était son porte-parole, qui habite Paris, un homme extraordinaire, voilà, et on a rencontré Gorbatchev. Et voilà, cette rencontre. Alors, justement, je vais vous poser une question sur Gorbatchev. Beaucoup de choses ont été écrites depuis sa disparition. On va rester sur le domaine, si j'ose dire, judéo-centré, Marek Elter. Libérateur, comme vous disiez, peut-être involontaire des Juifs de l'ex-Union soviétique. Il était très fier aussi, sans doute, d'avoir révélé et combattu l'antisémitisme contemporain en Union soviétique. Mais vous allez peut-être nous le confirmer, il est très, très déçu par les Juifs soviétiques qui décidaient de quitter finalement le pays pour aller notamment en Israël. Mais les Russes ont un rapport particulier avec les Juifs. Il ne faut pas oublier qu'il y avait 5 millions de Juifs en Union soviétique. 5 millions. Il faisait partie du paysage quotidien de beaucoup de Russes. On retrouve les personnages juifs chez Dostoïevski, chez Tchekhov, chez Tolstoï, dans toute la littérature russe. Ils sont là. Dans les villages très éloignés, quand il y avait un problème, on allait voir, demander conseil aux moudris hébreux. Ça veut dire aux juifs intelligents, parce qu'on partait du principe que les juifs étaient intelligents puisqu'ils avaient la Bible. Et les Russes lisent la Bible. Ce sont des orthodoxes. Ils lisent la Bible. La Bible, notre Bible, pas la Bible chrétienne en grec. Hébreu. Voilà. Ce que certains ont parfois appelé l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, voilà, tout à fait. Donc ils ont, d'une part, il y avait l'antisémitisme, bien sûr, parce qu'il y avait certains juifs qui se débrouillaient mieux. Quand il y avait une épidémie, les juifs se lavent les mains, parce qu'il a besoin même pour dire la prière. C'est les gestes barrières de l'époque. C'est les gestes barrières, mais c'était des gestes barrières de l'époque. Donc ils mouraient moins quand il y avait une épidémie que les non-juifs. Donc il y avait une animosité, une suspicion, et en même temps une admiration. Et Gorbatchev, comme Poutine d'ailleurs, il n'échappe pas à cette double vision des juifs. On l'admire et en même temps on s'en méfie. Ambivalente vision. Alors c'est vrai que comme pour Gorbatchev, les Juifs, c'était une valeur en Russie. C'était des savants, des professeurs, des chercheurs, et on avait besoin d'eux dans cette Russie nouvelle, débarrassée des terrorismes d'État. Et du coup, qu'est-ce qu'ils voient? Ces Juifs, au lieu de profiter de cette liberté que lui, il leur a donné, se précipite. C'est la fuite des cerveaux. Voilà. Oui, la fuite des cerveaux. Voilà, tout à fait, vous avez tout à fait raison.
Et c'est ça qui l'a un peu déçu, mais on pourra dire qu'il a été une sorte de prophète involontaire de la libération des Juifs. Tout à fait. Et ça, vous nous le confirmez aujourd'hui, Marek Alter sur Radio J. Écoutez, plus d'1 million de Juifs arrivés de Russie en Israël, ça a changé le visage d'Israël. Et celui de la Russie également. Celui-là, oui, le manque en Russie. Oui. Juste pour conclure, est-ce que Vladimir Poutine, engagé dans cette guerre terrible en Ukraine, aurait quand même dû se rendre aux obsèques de son ancien collègue Gorbatchev? Oui, je pense que c'est une faute, d'ailleurs, de son point de vue. Moi, si j'étais à Moscou, je serais allé, bien sûr, à son enterrement. Il y a mon ami Grachev y est, il y a d'autres amis y sont, parce que c'est une Russie différente, cette Russie que nous aimons depuis Voltaire, de Diderot qui allait voir Catherine II à Saint-Pétersbourg et que nous aimons, qui meurt avec Gorbatchev. Et Poutine, moi je pense que c'est une faute politique, médiatique certainement. En tous les cas, une page d'histoire qui se tourne avec la disparition de Gorbatchev. Alors nous allons continuer dans l'émission Sepharim sur Radio J à cheminer avec l'histoire de Marek Alter personnelle et l'histoire évidemment plus générale à travers ce livre aussi Un monde sans prophète pour savoir encore si tout au long de ce parcours que vous avez mené, il existe et il existera des prophètes. Iba beten ständig badeti mir sich iba beten kimar zu mir mir sich iba beten kimar zu mir mir sich iba beten stell dem Samovar mir sich iba beten sei schön gerne mir sich iba beten sei schön gerne. La musique yiddish, c'est normal, avec notre invité Marek Alter, dont la maman fut une grande poétesse en yiddish. Et comme on dit en Israël, il n'y a pas de hasard. On faisait cette petite pause musicale, mais c'est une musique que vous avez utilisée pour un de vos films. Oui, pour les films sur Birobidjan, ce qu'on oublie, que Staline, tout dictateur qu'il était, il a voulu résoudre le problème juif en créant une république juive en Sibérie. Et qui existe toujours. Regardez la carte, mes amis, regardez la carte. Alors, il n'y a pas de juifs, mais ça parle encore yiddish, c'est ça? C'est à la frontière avec la Chine, sur la rivière Amour, quel beau mot. Là, il y a une région autonome juive où tout est écrit en yiddish. Les rues sont en yiddish, il y a les monuments pour Sholem Aleichem, les Mendelem Moches Farim, tous les grands écrivains yiddish. Sur 150 000 habitants, c'est une grande région, c'est une région un peu comme l'Île-de-France. Il n'y a que 9 000 juifs, mais il y a un quotidien yiddish qui s'appelle Birobidjan Stern, ça veut dire l'étoile de Birobidjan, qui est dirigé par une Russe, mais qui a appris le yiddish à l'université. Extraordinaire. C'est magnifique et extraordinaire. On pourra revoir d'ailleurs dans votre film Marek Alter. Alors on parle avec vous, cheminement de votre histoire. Encore une fois, je dis à nos auditeurs, nous n'aurons pas le temps dans le cadre de cette émission de pouvoir raconter toute cette vie formidable et les projets que vous avez encore, mais je me reporte à la veille de la guerre des 6 jours 1967. Vous avez lancé un appel international en faveur de la paix au Proche-Orient. À la fin de cette guerre, vous fondez le Comité international pour la paix négocié au Proche-Orient et qui est à l'origine des premières rencontres entre Israéliens et Palestiniens. Alors dans votre livre, vous dites: où sont passés ces hommes qui, à travers les siècles, interpellaient les puissants, tous les puissants, y compris Dieu, au nom de la liberté, de la solidarité et de la justice, on pourrait dire aussi de la paix. Alors, est-ce à dire, Marek Alter, que ceux qui étaient les premiers à engager ce dialogue avaient une veine prophétique? Oui, c'était d'abord les prophètes. Les prophètes. Les plus grands, Isaïe, Jérémie, Élie, etc. Vous
vous savez, ils ne sont pas nombreux, ils sont 12. Hein. Oui. Ils sont pas, hein, il faut ouvrir la Bible. Les Ketuvim. Ben, mais Nevi'im. c'est la partie la plus intéressante, la plus passionnante de la Bible. Parce que la première, on connaît, c'est la Torah. Après, c'est Nevi'im, hein, c'est les prophètes. Nevi'im. Et après, c'est Ketuvim, c'est l'histoire. Exactement, Voilà. vous avez raison. Voilà. Donc, les prophètes. Et il y avait toujours des faux prophètes. On connaît l'histoire, la bataille entre Jérémie et Hanania avant la destruction des temples. Hein, et c'est le faux prophète qui a été écouté par le roi. Le roi, le pouvoir, écoute plutôt les faux prophètes. Pourquoi ? Parce que les faux prophètes vont dans l'essence de leur pulsion de mort, comme dit Freud. Hein? Ah, tu veux la guerre, tu veux montrer que tu es fort, formidable, vas-y, Dieu est avec toi. Or, il ment, Dieu lui a pas dit. De l'autre côté, il y a les vrais prophètes qui disent non, Dieu veut pas la guerre, veut pas la mort. Hein? Qui est le vrai prophète ? Nous sommes tous faits à son image. Tuer quelqu'un, c'est tuer un bout de Dieu. Même si celui-là, celui qu'on tue n'est pas juif. Et c'est Jérémie. Et à la fin des comptes, Jérémie est obligé de s'enfuir parce que hein, on veut les tuer. Vous connaissez cette histoire magnifique. Hein, il y a le roi fait attraper par sa police Jérémie qui l'emmerde parce qu'il est sur les places publiques. Dit non, le roi, il n'est pas un bon roi, il va contre la volonté de l'Éternel. On le jette dans une citerne. Et les gens accourent, hein, ils regardent, et on ne le voit pas. Il dit Jérémie, Jérémie, tu es là. Et on entend de fond de la citerne oui, je suis là. Qu'est-ce que tu vois ? Et la voix répond maintenant que je suis au fond de la citerne, je vois de la lumière. Voilà, ça c'est le Marek Elter conteur qu'on aime écouter toujours sur Radio J et ailleurs dans cette émission Sépharim. Je dirais à nos auditeurs, je rappelais que puisqu'on parlait de ces personnages hardis qui ont essayé de créer le discours, le dialogue entre Israéliens et Palestiniens, vous allez sortir votre premier livre, Les fous et les rois, qui relatait justement ses expériences au Proche-Orient. Ça va devenir un best-seller. Et puis il y a un autre combat qui est ancien pour vous, mais qui redevient d'actualité. Il y a 1 an maintenant, les talibans de l'Afghanistan ont repris le pouvoir, ont de nouveau supprimé les libertés, notamment pour la femme. Vous, dès 1980, Marek Elter, vous aviez créé un comité Radio Kaboul libre, oui, et beaucoup milité aussi pour la libération de cet Afghanistan et de l'intervention soviétique. On y revient encore. On a essayé, on est allé même avec Bernard-Henri Lévy, Renzo Rossellini, de remettre un émetteur radio au commandant Massoud. Vous savez, les batailles qu'on mène entre nous, puisque personne nous écoute, bien entendu. Oui. Et quand on fait du bien, on fait d'abord pour soi. Oui. Vous sortez de la synagogue, vous donnez l'aumône. Vous vous sentez mieux, c'est ça ? Vous vous sentez mieux. Ça aide aussi l'autre, bien entendu, parce que ça lui permet d'acheter une baguette. La baguette, ça coûte 1 euro. Bientôt, ça coûtera peut-être 2. Bon, mais 1 euro. Donc, chacun de nous a une conscience. Mais il s'arrange. On s'arrange chacun avec notre conscience. Moi, j'ai des difficultés à m'arranger avec ma conscience. J'ai toujours une mauvaise conscience. J'ai l'impression n'avoir pas fait assez. Peut-être c'est mon enfance. J'ai vu les premières images qui me restent dans le souvenir, c'est les morts dans la rue de Varsovie. J'avais 4 ans. Des gosses de mon âge, dans la rue, les gens passaient indifférents. Personne pour ramasser les cadavres. C'est quelque chose qui frappe un enfant. Et, bon, je n'avais pas la force de soulever un cadavre d'un autre enfant, mais j'ai comme une responsabilité pas accomplie, pas réalisée. Donc, je fais ce que je peux. Je fais parfois des bêtises, comme tout le monde. Je me trompe. Vous savez, bon. Les problèmes... Alors, je dis à nos auditeurs qui vous voient dans les images sur notre chaîne YouTube de Radio J, qui voient que vous avez toujours, d'ailleurs, arboré ce profil
et cette tête qu'on pourrait être celui d'un prophète. Alors vous nous disiez, aujourd'hui, on ne fait pas les choses toujours bien. D'ailleurs, dans votre livre, vous dites, attention, pour être prophète, il n'est pas obligatoire d'être irréprochable. Bah oui. Celui qui n'a jamais péché, dit Jésus à propos d'une femme adultère condamnée à la lapidation, qui jette la première pierre. En revanche, il faut avoir le sens de la justice. Ça s'apprend ? Oui, ça s'apprend. Parce que je pense que nous avons tous, dès la naissance, le sens de la justice. Ce que nos auditeurs ne savent pas, ou ne se souviennent pas, les premiers couples, c'est la mythologie ou la vérité, Adam et Ève, ils ont 2 fils. Un tue l'autre. Donc, celui, il est bon, le gentil, il est mort. Il n'a plus d'enfants. Nous sommes donc tous des enfants de Caïn, Caïn, de méchants. Tous. D'où la conscience du mal. On n'y pense pas tous les jours, Dieu merci, autrement on ne pourrait pas aimer, faire des enfants, des petits-enfants, etc. Mais il faut savoir que nous sommes tous capables d'un geste fratricide. C'est cette possibilité, dans ce livre « Un monde sans prophète », vous parlez du prophète qui a un visage, comme Marek Alter a un beau visage, et vous dites, la foule, parfois en ébullition, n'en a pas. C'est quoi la différence ? La différence, c'est que, d'ailleurs, nous regardons tous la télévision, on nous montre des foules en ébullition, qui crient, avec raison souvent, liberté, liberté. Mais qu'est-ce qui reste de ces images ? Rien. Ça vient une information. Vous voyez un abbé Pierre, pour ceux qui s'en souviennent, il vient avec son bâton, il crie « au secours » et il y a un visage. Un type avec la barbe, avec son béret basque, etc. On aime, on l'aime pas, mais on sait qu'il y a un homme qui a crié au secours. C'était ça, la force d'Isaïe. Isaïe, on le reconnaissait dans la rue. C'est ça, Isaïe, le prophète. Alors, on n'a pas le temps de parler de tout ce qu'il y a dans ce livre qui est petit par les pages, mais qui est très dense par le contenu. On y évoque Elie Wiesel, qui est aussi un des apôtres de la Renaissance de la culture juive, survivant d'Auschwitz, témoin fabuleux aussi de son temps. Marek Alter, vous êtes aussi un défenseur absolu du dialogue interreligieux. Vous aviez organisé la marche des musulmans contre le terrorisme après les attentats, avec des imams. Avec mon ami Chalgoumi. Avec Chalgoumi, bien sûr. Le 10 juillet 2017, vous vous étiez rendu à l'église Saint-Étienne du Rouvray, dans laquelle fut assassiné le père Hamel en 2016 et dont justement les meurtriers ont été jugés cette année. Alors je vais finir une dernière question, et vous en parlez dans votre livre. En ces temps troublés, la guerre, les épidémies, est-ce que vous craignez l'arrivée d'un personnage charismatique qui se fera passer pour un prophète, ou plutôt vous l'espérez ? Il y a beaucoup de faux prophètes sur l'estrade, qui attendent qu'on leur tend le micro. Il y a beaucoup de faux prophètes. Je ne vois malheureusement pas un vrai prophète. Il n'y a pas de Jaurès aujourd'hui pour dire arrêtez la guerre. D'abord, arrêtez la guerre. C'est le précepte de la Bible. 2 hommes se battent, d'abord, il faut les séparer. Après, on juge, celui-là avait raison ou il n'a pas raison, etc. J'ai peur de ne pas, ou peut-être je ne les vois pas encore, nous ne les voyons pas encore, parce qu'il ne faut pas désespérer, il y a peut-être quelqu'un qui va surgir et qui va nous émouvoir, et puis on va marcher. Qui est nécessaire. Qui est nécessaire, oui. Marek Alter, merci infiniment d'avoir été avec nous dans cette émission Sépharim, les livres, on a parlé aussi des prophètes, les Nevi'im avec vous. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Un monde sans prophète, aux éditions Hugo et Doc, et j'espère à très bientôt sur Radio J, qui est aussi votre radio. Avec plaisir.